Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 h. Nous sommes le mercredi 18 novembre. Notre invité ce soir, Jacques Bangou, le maire de Pointe-à-Pitre. Bonsoir. Bonsoir. Alors en quoi la marche silencieuse organisée cet après-midi dans les rues de Pointe-à-Pitre était nécessaire, monsieur le maire? D'abord parce que je pense que c'est la moindre des choses, c'est d'avoir un témoignage de soutien pour les 120 victimes qui sont dénombrées au jour d'aujourd'hui. Je ne parle pas de ceux qui sont blessés, je parle de celles et ceux qui ont perdu la vie. C'est la moindre des choses. Et puis je pense qu'il faut tout de suite montrer que face à ceux qui attaquent nos valeurs, notre jeunesse, les libertés acquises durement au fil des siècles, eh bien face à cela, il faut montrer qu'on est tous debout. Donc ce n'est pas une mobilisation passive, larmoyante, c'est une mobilisation active d'hommes et de femmes, de citoyens qui disent non, on ne laissera pas cela passer. On y reviendra bien sûr en détail dans quelques instants, mais tout de suite les titres qui seront développés dans notre journal. Quelques centaines de Guadeloupéens ont défilé cet après-midi en hommage aux victimes des attentats de Paris. En ce mois consacré à l'économie sociale et solidaire, un village rassemblé aujourd'hui à Pointe-à-Pitre, des entreprises adeptes de ce concept. Les arts divinatoires s'invitent jusqu'à la fin de la semaine à Destréland, l'occasion d'en savoir plus sur cette pratique taboue. Le journal Aurélie Ronze. Ils étaient donc plusieurs centaines, tout de blanc vêtus, à défiler cet après-midi dans les rues de Pointe-à-Pitre. Une marche silencieuse pour la paix et en hommage aux victimes des attentats de Paris. Le cortège est parti de l'hôtel de ville pour rejoindre le parvis du Memorial Act, une marche suivie par Patrick Curie. Une rose blanche à la main, des centaines de Guadeloupéens de toutes les communautés se sont réunis devant le pavé de la mairie de Pointe-à-Pitre pour cette marche dédiée aux victimes des attentats. De nombreuses personnalités et d'autant d'anonymes battant le pavé d'un seul pas jusqu'au Memorial Act. Tout de blanc vêtu, il y a un seul message, la paix. Ah ben, je suis venue pour marcher avec eux pour la paix, quoi, hein, pour que ça s'arrête. Eh ben, ça dit tout, hein. En lumière, c'est la lumière puisqu'on est vraiment dans le noir. Après un tel massacre, on peut chercher, il nous faut absolument sortir de comment j'avais dit ça, de cette nuit de drame pour arriver à la lumière, pour que les choses cessent. Une participation au sentiment qu'il y a vis-à-vis de tout ce qui s'est passé, de compassion par rapport à tous les événements et toutes les personnes qui sont décédées. C'est assez important pour moi parce qu'en fait je viens de Paris et du coup de pouvoir aussi montrer ma solidarité alors que je suis loin de chez moi, je trouve ça vraiment bien qu'on le fasse. En plus c'est beau, on est tous en blanc et ouais, je trouve ça vraiment bien. Allocution, dépôt de bougies et de fleurs, la cérémonie s'est conclue par 129 secondes de silence et l'hymne national chargé d'émotion et d'espoir. Jacques Bangou, malgré donc ces événements tragiques, malgré même les élections régionales qui approchent, c'est l'image d'une Guadeloupe unie que l'on vient de voir sur ces images. Oui, je salue tous les politiques, tous les hommes et les femmes qui sont engagés à une période en plus qui est une période chaude, puis une période préélectorale. Je salue tous ceux qui sont venus et qui ont su partager le pavé ensemble pour dire que lorsque les valeurs de la nation sont attaquées, lorsque la jeunesse est massacrée, eh bien, nous sommes debout, le peuple guadeloupéen est debout. Alors on va aborder le chapitre sécurité lié à ces attentats, puisque pour des raisons de cohérence nationale, l'état d'urgence a donc été étendu sur une partie des Outre-mer et la Guadeloupe est concernée, une décision qui prendra d'ailleurs effet à minuit. Alors concrètement, l'état d'urgence accorde des pouvoirs élargis aux autorités civiles afin de garantir la sécurité publique. Il permet notamment d'interdire la circulation des personnes, d'instituer des zones de protection et de sécurité, de procéder à des réquisitions de personnes ou de biens, d'interdire des réunions ou des manifestations. Par ailleurs, le renforcement des moyens destinés aux forces de police, de gendarmerie, de douane et de la justice s'applique également dans les départements d'outre-mer. Je vous propose justement d'écouter la réaction du secrétaire départemental UNSA Police Guadeloupe, Christian Cloc. Il est interrogé par Patrick Curie. Ce que nous espérons en fait, c'est que, à l'instar de l'Hexagone, c'est qu'il y ait une égalité républicaine. C'est que la police de Guadeloupe, le citoyen qui habite en Guadeloupe soit considéré à sa juste mesure. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait
un apport d'effectifs. Je vais vous dire, en fait, nous avons écouté avec attention le discours de Monsieur le Président de la République devant les maires de France. Et ce que nous avons retenu, c'est qu'il a surtout déclaré qu'il y aura plus de policiers, plus de moyens dans toutes les communes de France. Donc nous faisons partie des communes de France, donc nous espérons qu'il y aura un apport conséquent de fonctionnaires de police, mais aussi un apport de moyens. Ce que nous demandons, c'est au moins qu'on revienne à l'équilibre de 2011. On est en 2015, comme je vous ai déclaré, on a perdu une centaine de fonctionnaires. Une centaine de fonctionnaires, que ce soit en sécurité publique, en police judiciaire ou en police aux frontières. Il faut savoir qu'ils sont actuellement là. À l'heure où nous parlons également, il y a des enquêtes qui sont en suspens, faute d'enquêteurs. Faute d'enquêteurs. Donc il faut que la population le sache et il faut qu'on sorte des postures et qu'on passe vraiment à l'action efficace concernant la Guadeloupe. Alors Jacques Bongou, la ville de Pointe-à-Pitre est située en ZSP, en zone de sécurité prioritaire. Est-ce que cela veut dire qu'elle va avoir encore plus de moyens? Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a la volonté exprimée par les fonctionnaires de police, et je la respecte, je la comprends, qui est de dire oui, on annonce qu'il y aura dans les années qui viennent à peu près 4000 ou si je ne me souviens plus si c'est 4000 ou 10 000 postes supplémentaires, de recrutement supplémentaires dans les forces de police, et que bien entendu, dans ces recrutements supplémentaires, il y aura une part non négligeable qui viendra renforcer les effectifs de police en Guadeloupe qui sont effectivement sur flux tendu. Donc, et je confirme cela. À l'heure actuelle, sur la ZSP, nous bénéficions d'une mesure transitoire, mais qui est très efficace et qui permet de faire face à la situation actuelle. C'est un renfort de brigades de gendarmerie. Mais je rappelle que cette situation, que le renfort est transitoire. Et ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y ait des moyens adéquats à la mesure des enjeux qu'il y a en Guadeloupe. Mais nous savons également que cela se situe dans un contexte national où il faut respecter en même temps des équilibres budgétaires. En tout cas, face aux annonces du chef de l'État, je suis de ceux qui pensent, comme ce que vient d'exprimer ce fonctionnaire de la police, qu'il y aura pour la Guadeloupe également un renforcement en policiers, indépendamment des brigades transitoires qui viennent Alors, plus de policiers pour contrer la menace terroriste. Est-ce qu'elle existe, cette menace terroriste, dans les Outre-mer, et plus particulièrement en Guadeloupe? Alors, il serait bien hasardeux de dire qu'il n'y aurait pas de menace dans les Outre-mer. On a vu que dans l'annonce d'extension des mesures prises par le président de la République, d'abord à la métropole et puis vers les Outre-mer, que cela a été justifié aujourd'hui pour des questions de cohérence, mais qu'au départ, la ministre des Outre-mer avait bien expliqué qu'il n'y avait pas une menace supplémentaire, en tout cas répertoriée, sur nos territoires. Pour autant, nous savons que personne nulle n'est à l'abri nulle part, d'une part. Et deuxièmement, je tiens à rappeler que des renseignements de l'État assez précis montrent que parmi les 1500 ou 2000 personnes fichées comme étant des jeunes Français ou Françaises partis en Syrie se former, ce que j'appelle le chemin de Damas, eh bien, parmi eux, il y a malheureusement des Antillais, il y a malheureusement des Guadeloupéens. En Guadeloupe, vous avez connaissance qu'il y a des habitants en Guadeloupe, dans la région pointoise, qui font l'objet de... Non, je ne peux pas le dire, je ne le sais pas, ou s'il y en a, je ne les connais pas. On sait qu'il y en a en France, on sait qu'il y a des Guadeloupéens qui sont revenus sur le territoire national. Est-ce qu'il y en a qui sont précisément en Guadeloupe? Je ne saurais le dire. Peut-être que les forces de sécurité de l'État le savent, pas moi. Une dernière question, est-ce que les Guadeloupéens, les Pointois, doivent avoir peur malgré tout? Non, personne ne doit avoir peur. Je veux dire, la peur ne se commande pas. Si nous vivons dans la peur, si nous-mêmes nous restreignons nos libertés, nous permettons aux terroristes d'avoir victoire gagnée déjà dans cette première étape. La première chose qu'il faut leur enlever, c'est la satisfaction de voir qu'ils nous terrorisent. C'est la raison pour laquelle être dans la rue, ça a une signification montrée que
on est courageux, on se lève comme un seul homme, montrer à l'exemple de la jeunesse, de notre jeunesse en Guadeloupe, mais également de la jeunesse française, qui a retrouvé le chemin des cafés, qui a retrouvé le chemin des facultés, qui a retrouvé le chemin de la rue et qui dit non, on ne nous empêchera pas de vivre. Merci Jacques Bangou d'avoir été ce soir sur le plateau d'Alizé. Alors on le disait il y a quelques minutes, la campagne donc, des régionales 2015 a été mise pour l'instant entre parenthèses, mais ce matin, les enjeux de ces élections étaient expliqués justement à la jeunesse guadeloupéenne. Un débat a été organisé sur le campus de Fouillol sur cette question: qu'est-ce qu'un citoyen? Un débat participatif, non partisan, auquel a assisté Anne-Elisabeth Artsen. Rendre accessible la politique au plus grand nombre, et particulièrement à la jeunesse, c'est l'objectif de l'Instant Jeunesse. Une parole libre pour donner son avis, poser des questions et échanger sur la politique actuelle, notamment concernant les futures élections régionales. Nicolas, jeune, citoyen et organisateur se sent concerné par cette élection pour laquelle il se rendra aux urnes. C'est des élections que personnellement je vis d'une façon toute particulière parce que je fais de la science politique depuis 3 ans et j'ai appris, on va dire, à pas aimer mais à connaître un petit peu l'environnement, et on va dire que ce sont les premières élections auxquelles je m'intéresse véritablement. Et ça a une saveur toute particulière. Et je crois en l'avenir de la Guadeloupe, tout simplement, en passant par la politique. À 20 ans, Florence n'a rien à envier au cadre de la politique. Pour elle, la jeunesse doit échanger, donner son avis, mais surtout voter. Moi, je pense qu'en tant que jeune, on devrait se mobiliser et voter, puisqu'il y a des études qui montrent qu'il n'y a pas assez de jeunes qui votent. Et pour moi, c'est important, puisque c'est notre avenir qui est en jeu. Le fait que nous, on fasse l'action de voter, c'est un geste citoyen, et notre vote va vraiment permettre aux jeunes et aux candidats de prendre en compte ce que nous on fait. Parce que j'entends souvent dire que les candidats ne prennent pas assez en compte la parole des jeunes parce que les jeunes ne votent pas. Et plus on sera nombreux à voter, plus on sera nombreux à donner des idées, plus on va nous écouter, on fera en sorte que ce que les jeunes veulent, ça sera ici. Certains de ces jeunes voteront, c'est sûr, mais pas sans analyser préalablement les propositions des candidats. Comme j'ai pu le constater, effectivement, il y aura des élections régionales, mais c'est que je suis néophyte dans ce domaine, donc je ne m'y connais pas trop. Ça sera la première fois que je vais voter, donc je vais analyser les choses d'abord, d'écouter certaines personnes, et puis après, je vais donner mon avis. Je préfère voter, comme ça j'aurai un avis concret et on verra bien par la suite. Donc je pense que c'est important de voter. J'irai voter, mais avant de voter, je vais vraiment bien regarder les propositions de chaque candidat dans le moindre détail. Toutes les propositions faites au cours de ce débat participatif seront soumises début décembre aux 10 candidats de ces élections régionales. On va parler d'économie maintenant, et notamment d'économie sociale et solidaire. Un village se tenait aujourd'hui à Pointe-à-Pitre. Alors, en quoi cela consiste-t-il réellement? Le reportage de Karine Gielman. Remettre l'homme au cœur de l'action, c'est en quelque sorte le credo de Saint-Martin-de-Porres. Cette association s'occupe de l'insertion de prisonniers par l'agriculture. Ces personnes placées sous main de justice produisent des produits maraîchers, et ces produits-là sont amenés au Secours catholique qui revendent à des prix intéressants pour les personnes les plus nécessiteuses. Les entreprises sociales et solidaires sont empreintes des principes d'humanité des associations d'insertion. L'économie sociale et solidaire est un côté harmonieux pour nous. Cette harmonie est liée effectivement à l'aspect de solidarité, à tout aspect de démocratie au sein des entreprises de l'économie sociale et solidaire, puisque effectivement, quand on est en économie sociale et solidaire, c'est un homme, une voix, si vous voulez. Tout le monde participe effectivement au développement de l'entreprise. L'économie sociale et solidaire, son âme même est de ne pas reverser de dividendes à des actionnaires, par exemple. Tout ce qui est profit revient aux adhérents de la structure. Avec 220 000 entreprises sur le territoire français, une progression de 24% de nouveaux emplois depuis 2000 contre 4,5% dans le secteur privé classique et près de 11 078 structures en Guadeloupe, ce modèle semble y avoir toute sa place. Depuis des années, depuis des dizaines d'années, les associations font sur le terrain le travail qui correspond à l'économie sociale et solidaire. Les mutuelles également sont complètement ancrés dans ces valeurs de l'économie sociale et solidaire. Les voyants économiques de l'économie sociale et solidaire sont au beau fixe, un autre modèle économique qui s'oppose progressivement au modèle d'économie de marché.
Nous allons faire à présent un tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. 200 millions de dollars ont été injectés dans le secteur de l'hôtellerie en Jamaïque. De son côté, la Chine s'est engagée à aider la Dominique après les intempéries. Voici la Minute Caraïbe. Jamaïque, 200 millions de dollars dans l'hôtellerie, 200 millions de dollars américains supplémentaires ont en effet été injectés dans le secteur du tourisme par des investisseurs internationaux pour la construction de 2 hôtels 5 étoiles qui généreront 10 000 emplois. Ces investissements sont portés par un groupe de co-entreprises espagnoles et canadiennes. Le travail de conception a commencé et la construction devrait débuter en 2016 avec les ouvertures prévues pour la fin 2018. S'exprimant hier lors d'une conférence de presse où l'annonce a été faite, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Wickham McNeill, a déclaré que ces investissements vont contribuer à la création de plus de 10 000 emplois indirects au cours des 2 prochaines années. Nous assistons à un boom sans précédent dans le secteur du tourisme, a-t-il déclaré. En octobre dernier, la chaîne d'hôtels internationale Hotel & Resorts Charisma a annoncé un investissement de plus de 900 millions de dollars pour la création de 4000 chambres d'hôtel au cours de la prochaine décennie. Le gouvernement chinois s'est engagé à financer la reconstruction d'une route qui a subi des dommages importants lors du passage de la tempête tropicale Erika à la fin août et à aider à la réinstallation des résidents qui ont été déplacés par la tempête. L'autoroute Édouard-Olivier Leblanc et le West Coast Road ont été considérablement endommagés lors de la tempête qui a fait des dizaines de morts et causé des millions de dollars de dégâts. Le Premier ministre Roosevelt Skerrit a déclaré que la reconstruction ne porterait pas seulement sur la réparation, mais comprendra également des actions visant à la réduction des risques potentiels. Faisant référence à son récent déplacement en Asie du Sud, à la recherche d'opportunités d'investissement, il a déclaré qu'il y a d'énormes possibilités pour la Dominique, qui dispose de grandes richesses à travers notamment ses ressources naturelles. Guyana, le riz en croissance. Les exportations de riz du Guyana ont augmenté de 6% cette année par rapport à la même période en 2014. Mais une baisse significative du prix du marché mondial a entraîné une réduction des recettes d'exportation. À cela s'ajoute le fait que depuis 2014, le Venezuela a informé le gouvernement du Guyana qu'il n'importerait plus son riz. La perte de ce marché est consécutive au changement de gouvernement en mai dernier. Cependant, le Guyana a pu compenser la perte du marché vénézuélien par une augmentation des exportations vers les pays du CARICOM et l'Union européenne. Une stratégie commerciale agressive est menée conjointement par les acteurs privés et le ministère de l'Agriculture afin de trouver d'autres marchés, en particulier le Mexique, qui est un gros consommateur de riz. Vous voulez en savoir plus sur votre avenir? Jusqu'à la fin de la semaine, il est possible de rencontrer en Guadeloupe et plus précisément à Destréland des professionnels des arts divinatoires, astrologues, numérologues, voyants, un domaine malgré tout encore tabou dans notre département, comme l'a constaté Anne-Elisabeth Artsen. Astrologue, voyant, numérologue, spécialiste des lignes de la main ou du pendule et graphologue avaient rendez-vous au Festival de la Voyance pour partager gratuitement cet art de la divination avec le grand public. C'est ça un voyant, c'est pour savoir ce que demain va être fait pour vous. Autre forme de voyance, l'astrologie chinoise a ses propres outils pour la pratiquer. Un tirage de cartes avec le Yiking, c'est complètement indépendant de d'autres manifestations de voyance. Le Yiking, c'est très précis, soit le pendule chinois, soit l'horoscope chinois. C'est 3 choses qui sont complètement différentes suivant la personne, si c'est pour parler au point de vue sentiment, au point de vue maladie, ou au point de vue travail, ou au point de vue examen. On me pose des questions et puis c'est dans le même style, hein. On voit l'avenir et puis c'est hyper simple de venir nous voir. Une question et puis on essaye de répondre à cette question. Mais pour connaître les résultats des futures élections, la voyance ne sert à rien. Ah, ça c'est autre chose, hein. Il faudrait pouvoir étudier, vu que c'est beaucoup plus long. Ça, je ne peux pas vous le dire. Et puis, je ne voudrais pas me tromper, parce que je ne connais pas la région. Sujet particulièrement tabou dans notre région, la voyance est considérée comme une pseudo-science, mais n'en demeure pas moins une activité populaire. Chez nous, les mentis-mentais ou gars des affaires, comme on les appelle, ont de beaux jours devant eux, tant leurs adeptes font preuve de discrétion et de gêne, notamment face à notre caméra. Consulter un voyant, oui, mais pour beaucoup, ça doit rester secret.
Un tout autre sujet maintenant, puisque dans un peu plus d'un mois, on sera en plein dans les festivités de Noël. Et qui dit Noël, dit cadeau. Et pour que vos paquets soient parfaits le jour J, eh bien, des bénévoles de la Croix-Rouge œuvrent depuis aujourd'hui aux abords des magasins de jouets. Une initiative saluée d'ailleurs par les clients cet après-midi à Jarry. Le reportage de Karine Gelman. C'est vrai qu'on ne fait pas peut-être spontanément le don. Forcément, on n'a peut-être pas le temps, mais comme ça nous rend service aussi pour l'emballage des cadeaux, donc c'est une façon aussi de faire un don directement à la Croix-Rouge. Et ouais, aider les personnes en difficulté, c'est pas mal. C'est un plaisir, quoi. Vu que c'est pas tout le monde qui a la même possibilité que nous. Donc juste leur donner un coup de main, pourquoi pas. Ça y est, Noël est arrivé et c'est le premier achat. Chaque année, la Croix-Rouge est présente aux abords des magasins. Emballages et rubans n'ont plus de secret pour les bénévoles de l'association. Manon a rejoint la Croix-Rouge il y a un peu plus d'un an. Elle a décidé de travailler à temps partiel pour aider les autres. Nous savons que la vie est très difficile en ce moment et aider les autres, ça procure que nous sommes toujours présents et ils savent qu'ils peuvent toujours compter sur nous. Donc c'est vrai que c'est une action très importante pour nous puisque les bénéfices, comme je vous dis, iront donc dans un premier temps pour l'arbre de Noël des enfants, défavorisés et bien sûr la population qui souffre à l'heure actuelle. Surtout nous connaissons les drames qui se passent dans certaines familles, le chômage, les enfants qui ne travaillent pas. Donc c'est toujours un don qui nous est très utile. D'année en année, la Croix-Rouge mobilise toujours autant. Les gens font toujours appel à nous puisqu'ils savent que lorsque nous récoltons les dons, c'est pour faire des actions sociales. Donc les entreprises nous sollicitent car ils savent très bien que nous sommes toujours près de la population. Les gens jouent beaucoup le jeu et on peut dire qu'ils restent encore généreux. L'an dernier, l'association a récolté 25 000 €, des dons destinés aux familles les plus démunies. On va poursuivre en musique puisqu'un magasin de jouets accueillait cet après-midi une avant-première des mercredis de la première chance. C'est un concours de chant réservé au Timoun et qui fête d'ailleurs ses 30 ans cette année. Karine Gelman a suivi ces jeunes talents. Avant-première pour les mercredis de la première chance, une école des fans Made in Guadeloupe. Nous avons donc choisi des enfants de Guadeloupe. Nous avons fait une audition et maintenant il y a des enfants qui vont venir aussi de Saint-Martin, de Guyane et de très belles voix qui vont pouvoir chanter des chansons d'artistes, je dis régionales, nationales et voire internationales. Les enfants auditionnés pour participer à ce show ont fait leur première scène au Jouet Club de Jarry. Pour moi, chanter, c'est une joie, ça me permet de m'amuser. C'est comme si c'était un jeu pour moi, c'est un loisir. Je chante depuis toute petite aussi. J'ai eu un peu de trac. J'ai réussi à essayer de ne pas le montrer, mais ça a été plus fort que moi. Rendez-vous donc en musique le 9 décembre. Et ce sera au gymnase Valère Lamy à Bémao. On va parler de sport et de football puisque le tirage au sort pour le 8e tour de la Coupe de France a eu lieu aujourd'hui. Aucun club guadeloupéen, bien sûr, ne s'est qualifié, mais les Antilles seront tout de même représentés avec les Golden Lions martiniquais. Ils devront d'ailleurs se déplacer en métropole pour ce 8e tour et plus précisément du côté de Besançon pour affronter le club de CFA2 de Besançon Racing, un match qui aura lieu le week-end du 5 décembre. Avant de se quitter, un mot sur vos conditions météo pour demain matin en Guadeloupe. Le ciel sera nuageux avec des risques d'averses. Les températures au réveil afficheront entre 25 et 27 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, une météo détaillée de notre région, suivie du journal de TF1, puis des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Votre soirée sur Alizé, l'émission Le Meilleur Pâtissier. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute votre actualité locale et régionale. L'actualité, bien sûr, qui continue sur notre site www.alizé.com. Excellente soirée sur Alizé.